Ça sera demain, ça sera donc un peu partout sur l'île. Le collectif des associations et des syndicats professionnels de la Réunion organise demain une manifestation. Objectif, soutenir les petites entreprises et les artisans. Ça va être un causement réunionnais. Bonsoir messieurs. Alors d'abord monsieur Marc Lévite. Marc, j'allais dire entre une bêtise, mais finalement j'ai oublié ce que j'allais dire. Bonsoir Éric Marcelli, vice-président donc du CSAPR. Monsieur le président du CSAPR, Jean-François Maillot, bonsoir. La dame qui est là et qui attend le bâton et le fouet, c'est Josette Brosse. Bonsoir. Bonsoir. Et à ses côtés Antoine je sais pas dire de bêtises, Antoine Fontaine. Bonsoir, également chef d'entreprise. Bonsoir à tous. J'allais dire, il y a quelque chose. On parlait d'une manifestation, demain, un rassemblement. Qu'est-ce qui va se passer, messieurs, dames ? C'est plutôt une revendication de nos droits. Parce que nos droits, ils sont bafoués depuis des années par nos institutions, que ce soit la sécurité sociale, que ce soit la chambre de commerce, que ce soit la chambre de métier, mais aussi bafoués par nos élus. Et on veut que le droit soit appliqué en France. Et là, actuellement, on a un gros souci de ce côté-là. Alors, on ne nous entend pas. Cette manifestation, elle doit... alors, c'est donc essayer de demander les lois, mais la question, c'est aujourd'hui, est-ce qu'il y a une mobilisation de la base ? Est-ce que les chefs d'entreprise, les artisans se mobilisent pour cette action ? Et comment allez-vous faire entendre votre voix ? Monsieur le Président. Il y a une communication déjà qu'on a fait depuis un bon moment, puisqu'on a décompté cette manifestation il y a déjà 59 jours, puisqu'on voulait que les gens soient prêts, les chefs d'entreprise soient prêts justement à cette mobilisation. Je pense que c'est vrai de plus en plus, de jour en jour, ça devient de plus en plus dur pour les chefs d'entreprise. On a eu beaucoup de confirmations. Il y a d'autres qui n'ont pas confirmé, qui seront peut-être là aussi. Mais c'est vrai qu'on a un certain nombre de revendications qui, qu'on le dira pas ce soir, bien sûr, mais qui aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont vraiment au bord du gouffre, quoi. Et malheureusement, personne ne veut nous écouter. Donc, c'est sûr que demain, ce sera pour nous, c'est une action forte puisqu'on veut absolument que nos responsables, le président de la CGSS, enfin le directeur, pardon, et aussi peut-être aussi la présidente, si elle veut bien venir, nous écouter puisque de plus en plus ça devient pénible. Et surtout, beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui attendent un certain nombre de choses via la caisse, un certain nombre de documents, d'où l'attestation de vigilance, et que malheureusement, la CGSS fait la sourde oreille. Alors, deux choses. Donc, aujourd'hui, il y a un constat, c'est que il n'y a pas les outils dont vous avez besoin pour avancer. Apparemment, ce serait la caisse qui les détient. Alors, d'abord, le constat que je voudrais faire, c'est quelle est la situation dans les TPE et chez les artisans ? On veut la mort des petites entreprises, j'y vais carrément. Je mets le pied dans le plat carrément. Écoutez, on n'est pas là pour faire la langue de bois. Je vais essayer de révéler la question. Quel est le constat qu'on peut faire aujourd'hui de la situation économique des petites entreprises ? On est en souffrance. On est en souffrance économiquement parce que les lois n'arrêtent pas d'évoluer, pas dans le bon sens. Et comme je vous dis, on veut la mort des petites entreprises. On fait la politique de la terre brûlée, d'accord ? Comme Napoléon a fait pour la campagne de Russie. On ne veut plus de nous sur le terrain. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On nous asphyxie. Jean-François disait qu'on était au bord du gouffre. Non, je suis désolé. On a la tête sous l'eau. Je vois par rapport à mon métier, on n'arrête pas de changer les lois. On va nous ubériser. Et le fait de nous ubériser, on n'aura plus les moyens de travailler comme il faut et de donner aux gens un service correct. Et je le vois actuellement. On nous a placés sous un système comme de la carte grise qui s'appelle ANTS. Et les dossiers ne sont pas prêts en temps et en heure, ils sont perdus. Les places d'examen, on les a pas comme il faut. Les gens râlent, on nous annule des examens parce que c'est normal, ça arrive que des gens soient malades pour faire passer les examens ou absents. Mais actuellement, dans notre métier, l'auto-école, on est en souffrance. Antoine Fontaine,
ce sont les mêmes problèmes qu'on rencontre c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans cette c'est activité. évident que aujourd'hui, il y a quand même une inflation de lois, il y a une inflation de normes administratives à respecter qui changent en plus, comme le disait à juste titre Eric, tous les 4 matins. Donc si bien qu'à un moment donné, on ne sait plus exactement quelle loi finalement on doit appliquer, notamment pour ce qui me concerne dans l'hygiène et la sécurité alimentaire. Et c'est clair que toutes ces normes qui sont mises en place ne sont pas adaptées aux TPE, PME. Elles sont des lois, ce sont des lois qui sont votées pour les grandes entreprises, qui leur permettent à elles effectivement de bénéficier de tout un tas d'avantages. Et puis derrière tout ça aussi, je pense que ces TPE, PME souffrent aussi de cette diminution des moyens dans les services publics. Tout ça étant même un peu lié dans ce système. Et donc c'est vrai que ça devient, on passe beaucoup de temps dans des démarches administratives dont on ne voit jamais la fin et qui nous enlèvent la possibilité finalement de consacrer du temps à réellement travailler. Avant qu'on revienne, on donne la parole à Josette Brosse pour parler un petit peu de ce qui va se passer, par exemple, au niveau des impôts. Marc Lewitt, dans l'immobilier, le problème est le même? Bon, je dirais que Prendre le micro. il est à peu près dans la même veine, mais bon, on est surtout des indépendants. En ce qui concerne les entreprises, c'est vrai qu'on souffre également. Mais ce qui est important de noter, je vais rebondir un peu sur ce que dit Antoine et Eric, c'est que les dispositifs actuellement qui sont à disposition donc des entreprises et des TPME, TPMI pérennes à La Réunion ne leur sont pas destinés. Donc toutes ces aides dont on parle sont réservées à une certaine catégorie, notamment à la création d'entreprises, qui plus est à une certaine catégorie de segments qui ne concernent en rien les entreprises pérennes, qui concernent 20 000 entreprises à La Réunion, qui existent depuis 4, 5, 6 ans, qui ont des problèmes de trésorerie, des problèmes de règlement des charges sociales qu'on leur réclame. Le problème, il est véritablement là. On n'aide pas ceux qu'on devrait aider, qui ont prouvé qu'ils étaient viables, mais qui sont actuellement dans la panade, entre guillemets, et on crée tout un tas de dispositifs pour aider des créations d'entreprises qui, on le sait, avant 5 ans, que 60% donc n'existent plus. D'accord. Alors on est sur ce qu'on appelle une stratégie. Et je vais poser la question à Josette Brosse, qui est donc un peu la 7-4 toujours, je peux pas dire des bêtises. La question est, Josette Brosse, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, et on a parlé de banques, on a parlé de services publics, de moins en moins à disposition des entreprises pour les accompagner. Aujourd'hui, tout ce qui concerne la législation concernant les impôts, est-ce que les entreprises sont de plus en plus aussi, ont de moins en moins d'interlocuteurs, ont de moins en moins d'informations pour les aider dans leur démarche? Oui, et d'une part, vous avez le gouvernement qui veut diminuer le nombre de fonctionnaires, mais nous n'avons jamais été autant administrés par les fonctionnaires. Alors moi, les entreprises privées qui sont le nerf de la guerre, qui sont vraiment ceux qui font travailler le pays, parce que les fonctionnaires ne rapportent rien à la nation, ils ne vendent rien, sinon ça se saurait. Mais tous ces chefs d'entreprise, aussi petits soient-ils, apportent quelque chose, font travailler. Et on est en train de les tuer parce qu'on met sans arrêt des marches nouvelles pour les asphyxier. Alors, moi, je veux bien de tout ce qu'on veut, mais à un moment donné, ces chefs d'entreprise qui sont commandés, gouvernés par des chefs de service d'administration qui ne savent même pas comment fonctionne une entreprise. Moi, je trouve ça, c'est scandaleux et c'est dommageable et c'est très dangereux pour l'avenir des entreprises. Alors justement, là-dessus, je vais vous poser une question à tous les 5. Le prélèvement à la source, pour vous, pour l'entreprise, on sait aussi que, par exemple, au niveau de l'URSSAF, c'est passé au prélèvement mensuel. En matière de charges sociales, le prélèvement à la source, est-ce que tous ces éléments-là concourent à aider et accompagner le chef d'entreprise et les artisans, ou c'est quelque chose qui va encore les enfoncer? C'est un foutage de gueule. Tout le monde a rigolé et tout le monde a répondu la même chose. C'est une arnaque. D'accord. Ça va nous coûter beaucoup plus cher, aussi bien aux salariés, au moins 400 € minimum par année, mais pour les petites entreprises, ça va nous coûter au moins 2,5 milliards à 3 milliards d'euros la mise en place
de cette collecte d'argent. Et je rappelle juste une chose, le prélèvement à la source qu'on va faire les chefs d'entreprise, c'est du travail au noir qu'on va faire pour l'État. Tout comme la récolte de la TVA, nous travaillons au noir. Nous ne sommes pas payés pour ça. Donc il faudra arrêter de prendre les chefs d'entreprise pour des vaches à lait. Donc nous sommes sûrs qu'on est révoltés. Je vais me permettre de rajouter une chose à ce que dit Éric Marcely, c'est que ce travail que vont réaliser les chefs d'entreprise qui sont déjà surchargés par le côté administratif, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une comptable dans ses services ou bien une secrétaire. Donc ces entrepreneurs qui vont devoir appliquer le paiement maintenant mensuel sont aussi pénalement et civilement responsables. C'est-à-dire que à partir du moment où ils ont reçu une pseudo-formation à la Chambre de commerce sur les nouvelles dispositions ou directives sur cet aspect-là, ils seront donc redevables en cas de manquement aux impôts. Il est là le problème également. Donc on veut bien aider, mais si en plus on est responsable sur nos deniers, comme le sont les anciens fermiers généraux, voire même les inspecteurs des impôts, je trouve que c'est fort de café. Alors, mais surtout, ça va engendrer un coût supplémentaire à la comptabilité du chef d'entreprise, parce que ce document, il faudra l'établir, même que ce soit fait par Internet, mais le comptable, au niveau de la comptabilité, c'est facturé. Non seulement c'est facturé, ce que je voulais surtout dire, que si on regarde plus ou moins l'évolution de l'administration au sein même de la gestion d'entreprise, les banques aujourd'hui, on n'a plus d'interlocuteurs. Généralement, quand ça passe pas, il y a toujours des sous qu'on prend sur le compte pour ce qu'on appelle pour l'intervention. Il y a également au niveau de l'URSSAF, maintenant c'est tous les mois, mais comme la trésorerie ne suit pas, il y a toujours les pénalités qui arrivent à chaque fois que la banque prélève bien sûr l'intervention et on paye la pénalité à l'URSSAF, les 10% supplémentaires. Aujourd'hui, avec les impôts à la source, ça veut dire que il faut avoir de l'argent sur le compte. Et là, ça va encore poser un problème, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'argent, il va y avoir la double peine. D'un côté, la banque va prendre de l'argent pour son intervention, et à côté, il y aura la pénalité pour l'entreprise parce que il y aura pas les sous, donc la pénalité donc parce qu'on n'aura pas payé. Est-ce que aujourd'hui, quand on regarde, que ce soit au niveau de l'URSSAF, au niveau de la banque, au niveau des impôts, est-ce que on n'a pas, je parle des petites entreprises, je parle des artisans. Est-ce qu'on leur donne vraiment les moyens pour exister? On a l'impression quand même que ça va de plus en plus mal pour eux. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On fait tout pour nous faire disparaître. On fait tout. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on veut mettre en place des multinationales qui vont tout gérer. On le voit bien tous les jours. Hein? Comment voulez-vous que, je vous parle même de notre système à nous, le système auto-école, on veut faire disparaître les petites auto-écoles, gérées par une plateforme qui, elle, va donner du travail aux moniteurs d'auto-école indépendants à payer, puis qui seront payés avec des clopinettes. Ils devront fournir leur voiture, leur assurance et payer des clopinettes. Comment voulez-vous qu'on avance là-dedans? L'État français, qui était le pays de la liberté, la possibilité d'entreprendre comme les 30 Glorieuses, c'est fini en France. Si on revient en arrière, si on se rappelle ce que disait Georges Pompidou à l'époque, une phrase qui est restée... C'est d'emmerder les Français. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et bravo. Et revenir sur une phrase lorsqu'on est en train d'instituer, on est en train de faire de la sécurité routière, en train de mettre les taxes. Rentière, monsieur Gismir Amoudou. Arrêtez de dire. Et c'est pas pour la sécurité des gens. Faut arrêter. Sur la sécurité routière, ce que disait Chirac à l'époque, c'est pareil, même problème. Arrêtez d'embêter les automobilistes. Utilisons les agents, les forces de l'ordre à faire autre chose que de toujours mettre la pression sur les automobilistes. Je pense qu'on peut pas faire l'économie d'une analyse qui préciserait que l'État se désengage de plus en plus, que ce soit des collectivités et plus ou moins bien administrées et des services privés. Donc moins d'État, mais toujours plus d'impôts et plus de normes. Là, c'est difficile de comprendre. Moins de fonctionnaires, moins d'État, plus de normes et plus d'impôts. Est-ce que quelque part, est-ce qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui, et je ne sais pas si l'État, lui, se rend compte, mais en tout cas, la base, tout ce qui est, je dirais, les classes très moyennes, voire très moyennes, en tout cas, en subissent les conséquences, c'est que plus ça va, plus l'État prélève toujours sur les plus petits. On les voit avec l'augmentation de carburant. Vous n'êtes pas rendu compte... Pardon ? La CSG pour les retraités. Tout à fait. Mais je voulais parler de carburant. Pourquoi ?
Parce que l'argent, la DGF que l'État réduit peu à peu, l'État le compense avec l'argent qu'il peut prendre sur la TVA, qu'il peut prendre sur l'octroi de mer, qu'il peut prendre également sur les carburants. On a j'allais dire, un arbitrage en termes de gestion économique qui est en train quand même de tuer. Ajouter à cela le millefeuille administratif du conseil régional qui est à l'initiative de l'augmentation donc du coût au litre du gasoil. On a d'un côté une augmentation qui est due à l'État, ensuite une nouvelle augmentation qui est due à la région. Jusqu'où vont-ils aller ? Alors, on va juste rappeler que donc en matière de taxes, la région prélève le FIRT, un peu plus de 200 millions chaque année, qui est réparti 120 millions, un peu plus ou moins pour la région, le reste pour le département et les collectivités. Et il y a la TSCC également, la taxe donc sur le carburant, qui vont dans les caisses des collectivités. La question aujourd'hui, quand on regarde, est-ce qu'il y a une porte de sortie ? Est-ce que on voit que l'observatoire des marchés publics aujourd'hui, qui a été à un moment donné, ce qu'on a montré en disant que c'était là, on va mieux attribuer les marchés publics. Quand on regarde aujourd'hui, est-ce que vous, les petits artisans, est-ce que les gros marchés ou l'allotissement, est-ce que ça vous a apporté quelque chose en matière de marché ? Mais absolument rien. L'allotissement, ça fait des années qu'on parle de l'allotissement. Sauf qu'aujourd'hui, la petite entreprise qui répond à un marché. Et il y a également la SBA qu'on a la stratégie de bon achat qui remplace le Small Business Act. Donc on le voit que on met en place des dispositifs, pour ne pas dire autre chose, des gadgets, et finalement, est-ce que les entreprises s'y retrouvent ? Comme le dit le président Macron à chaque fois, tout va bien. Oui, peut-être certaines entreprises, oui, mais pas les petites entreprises. Parce qu'aujourd'hui, quand on répond à un marché, si on est retenu, bien sûr, dans un premier temps, il faut fournir les attestations fiscales et sociales. Et on voit bien qu'aujourd'hui, 50% des entreprises ne peuvent pas obtenir ce document. Et aussi, il faut avoir de la trésorerie. Puisque si on n'a pas de trésorerie, on ne pourra pas répondre à ce marché. Donc automatiquement, on est écarté depuis le début. C'est vrai qu'on dit l'allotissement, on laisse les gens de répondre à ce marché, mais au final, on n'aura jamais ce marché. Ce sera toujours les plus grosses entreprises qui vont prendre ce marché. Donc non, les marchés publics n'apportent rien aux petites entreprises. Alors, je reviens à cette question que je vous ai posée au départ. Manifestation demain, rendez-vous pour vous pour aller voir pourquoi l'URSSAF, alors qu'il y a aussi les impôts, il y a également les banques, il y a aussi les collectivités, entre l'attribution des marchés publics, entre le paiement des factures, le contexte pour vous, pour les chefs d'entreprise, pour les TPE, pour les artisans, reste quand même très aléatoire. C'est vrai, mais on a une priorité aujourd'hui par rapport à l'adossement du RSI à la CGSS qui pose beaucoup de problèmes. Bon, on en parlait tout à l'heure justement, le paiement obligatoire des cotisations mensuellement, contrairement l'année dernière au trimestre. On a le souci encore du calcul des cotisations du RSI, puisqu'il existe toujours, il n'y a plus le non-RSI, mais c'est toujours le RSI, parce qu'on a gardé le personnel, on a gardé les locaux, on a tout gardé. On va rappeler que, en termes de charges sociales, le RSI est plus avantageux que le régime général pour les entreprises. Je dirais moins nuisible que plus avantageux. Mais on n'a jamais demandé la disparition du RSI, nous. Le CSPR ne l'a jamais demandé. La Sécu. Même du RSI, on n'a jamais demandé sa disparition. Ça a été interprété par nos élus locaux, les élus des chambres consulaires. On voulait simplement la liberté de choisir notre assurance sociale. Seulement, ils n'ont pas entendu ça. Donc, on nous a adossé à la sécurité sociale qui nous coûte plus cher. Il n'y a pas que ça, le combat. Le combat, il est énorme, parce que vous parlez tout à l'heure des impôts, vous parlez des banques, oui, tout ça nous coule, nous embête. Alors que les banques étaient là pour nous soutenir, étaient un partenaire. Les banques ne sont pas là, ils cherchent à faire du profit, aussi bien sur les entreprises que sur les salariés. Peut-on reprocher aux banques de faire du profit ? On nous a obligés de mettre, d'avoir un compte en banque pour avoir le remboursement ou bien nos indemnités ou autres. Je crois que c'était... Et aujourd'hui, et pour avoir des crédits. Et aujourd'hui, on nous demande, sur un paiement de 1 000 euros, au-dessus de 1 000 euros, c'est interdit. Donc il faudrait peut-être arrêter. Les banques vivent grâce à nous. Donc ces banquiers-là,
qui se servent sur notre compte, sur le dos des pauvres. Je suis désolé, l'État-providence qu'on a créé aujourd'hui a rendu le peuple pauvre. On a créé une pauvreté de notre population, en leur donnant des miettes. Donc, à la rigueur, oui, prenez le micro. Le budget de fonctionnement de la sécurité sociale, il est de combien? 750 milliards à peu près. 56, fonctionnement. fonctionnement, le budget, il est de 56%. Alors je pense qu'à un moment donné, la sécurité sociale, elle aussi, devrait se remettre en question. Parce qu'on ne peut pas taper toujours sur les mêmes et vivre, eux, sur un grand pied, comme ils ont l'habitude. Il faut qu'ils réduisent leurs frais, il faut regarder ce qui ne va pas à la sécurité sociale Ils vont aussi. avoir du mal à réduire leurs frais. C'est leur Ils problème. n'auront pas de vivre avec 1000 euros, ils n'arriveront pas. Demandez au président de la sécurité sociale de vivre avec 1000 euros. C'est Éric son Marcelli, problème. Il y a une chose qui est une réalité, et je vais reprendre ce que disait Éric Marcelli. Il est vrai qu'aujourd'hui, ceux qui donnent des leçons, ceux qui demandent aux autres de faire des efforts, eux mènent un beau train de vie. Et on le voit, les députés actuellement, il y a un député, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, il est Oui. des Républicains, et lui, il trouve que Pas assez payé. 5 800 € par mois, c'est pas suffisant pour un député. Ils ont été pour augmentés de vivre. 20%. Ils se sont augmentés une hausse de 20% il n'y a pas longtemps. Non, non, c'est- Mais Jean-François juste- Maillot, je crois qu'il recherche un ouvrier pour faire de la maçonnerie, pourrait venir bosser pour Jean-François. Marcelli, s'il vous plaît, je vous Ah non, mais je Éric deviens Marcelli, cynique, je deviens cynique à force. Je voudrais finir mon explication. Et là, je vais me tourner vers Antoine Fontaine, parce que lui, il connaît. Un député a 5 800 € net de salaire, normalement, mais il a aussi 5 800 € de représentation. Oui, c'est même un peu plus que ça. L'enveloppe liée à l'indemnité de représentation, je crois que c'est aux alentours de 7 000 €. Ce qui lui fait vraiment un très beau salaire à la Ce fin qui fait un très beau salaire. à la fin du mois. C'est tout à fait. Rajouter à cela aussi l'enveloppe pour régler les collaborateurs parlementaires. Donc toutes ces enveloppes se Globalement, ça fait mutualisent. 25 000 € je crois, par Voilà. mois qu'il a. Toutes ces enveloppes se mutualisent. Ouais. Donc Le c'est pauvre. vrai que toutes ces personnes ont beau jeu de rappeler Alors, on qu'il va faut juste serrer la rappeler que- ceinture. Sauf que certains élus, et pas si longtemps que ça, se payaient leur permanence, leur permanence avec l'argent de l'enveloppe qu'ils avaient à leur nom. Et ils sont devenus propriétaires avec l'argent que nous leur avons donné. Ça s'appelle du vol. Ça s'appelle du vol. De la bien sociale. Oui, c'est du exactement. vol. oui, Pour c'est moi, ce que c'est je du pense. vol. Non, ce qui se passait, c'est Voilà. qu'ils achetaient leur permanence, tant qu'ils étaient députés, avec leur indemnité de représentation, et à l'issue de leur mandat, revendaient leur permanence avec une plus-value en plus, à leur nom. Donc, ils utilisaient l'argent public. 2, ils faisaient fructifier pour gagner un peu plus d'argent. Mais je voulais juste faire un aparté rapide avec Monsieur Marcelli sur ces gens dont vous parlez qui effectivement exacerbent la solidarité et qui sont finalement toujours ceux qui la pratiquent le moins. En l'espèce, actuellement, à la Réunion, ceux qui sont astreints à pratiquer le plus la solidarité, ce sont les chefs d'entreprise et ce sont les petits entrepreneurs. Actuellement, vous regardez, on a fait paraître les salaires donc des cadres de la CGSS notamment. Faut savoir qu'un directeur de la CGSS en France gagne à peu près entre 130 et 140 000 € par an, ce qui veut dire à peu près 10 à 11 000 € par mois. Je ne compte pas non plus quand ils créent des sociétés ou des groupements d'intérêt économiques qui peuvent en même temps leur permettre d'obtenir donc d'autres rémunérations. Ce sera à vérifier. Voilà. Alors, je voulais revenir là-dessus. Effectivement, c'est donc quand on regarde le train de vie de ceux qui demandent toujours aux autres de payer, quand on regarde ce que les plus modestes doivent payer pour que ceux qui sont au-dessus puissent vivre vraiment grand train de vie, il y a quand même une injustice, et j'ai pas osé dire une insulte à ceux qui travaillent, parce qu'il y a ceux qui travaillent et qui vraiment se donnent. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que la base, pour que ceux qui ont du mal déjà à avoir ne serait-ce qu'un SMIC par mois puissent faire, et ça c'est aussi la démarche, c'est dans la démarche je pense que vous allez expliquer, que peuvent faire les chefs d'entreprise aujourd'hui pour que on puisse les entendre et on puisse leur laisser un peu de quoi respirer
non pas de les étouffer, comme on le fait actuellement? Bah déjà, il faudrait peut-être leur permettre, effectivement, le CSAPR a exposé un petit peu ses idées sur différents articles ces derniers jours, notamment la possibilité d'une dualité d'assurance sociale. Le CSAPR n'est pas contre la sécurité sociale, bien au contraire. Il peut exister une sécurité sociale nationale gérée par l'État, ce qui n'est pas le cas actuellement, puisque la sécurité sociale, c'est un agglomérat de petites sociétés privées ou de grosses sociétés financières qui fait du profit, enfin qui récolte de l'argent et qui ensuite crée des caisses en accord avec une mission de service public. Maintenant, pourquoi ne pas créer une sécurité sociale nationale financée cette fois-ci par l'impôt qui permettrait la vérification des comptes, ce qui n'est pas possible actuellement à cause du cloisonnement qui est opéré dans les caisses de sécurité sociale. Vous regarderez dans n'importe quel, pour la personne qui s'y intéresse, les cloisonnements qu'il y a dans ces organismes, c'est incroyable. Il est impossible de vérifier les bonnes comptabilités et ils ont énormément de mal à se faire certifier. Donc, une caisse de sécurité sociale nationale financée par l'impôt que chaque Français paierait sur ses salaires ou sur son chiffre d'affaires ou sur son profit, peu importe, et parallèlement une liberté laissée à tout travailleur, tout salarié, mais également tout indépendant, de pouvoir choisir sa caisse également, donc de sécurité sociale et de retraite, tout simplement. Il n'est pas normal que la caisse de retraite pour les salariés ou pour les petits chefs d'entreprise, TPME, TPMI, soit principalement constituée donc d'un principe de solidarité, et que celle des députés, en revanche, elle, soit par capitalisation et non pas par répartition, ce qui favorise pour eux toujours plus de gains, alors que pour le petit qui cotise à une caisse par répartition, lui, il y verra forcément fondre son gain. Un exemple très simple, monsieur Marceau. Juste dire quelque chose. Quand on parle de capitalisation pour les députés, c'est normal. C'est quoi normal? C'est quoi la normalité? Je vais juste expliquer l'exercice de style en matière de gestion. Lorsque on sait que la source de l'argent n'est pas tarie, oui, on ne peut que mettre de l'argent à capitaliser parce que cet argent n'est pas d'abord la leur, c'est l'argent de l'État, c'est l'argent donc des contribuables. Cet argent-là, on le met à capitaliser, donc forcément ils sont sûrs du résultat. Avant même de placer l'argent, ils sont sûrs de ce qu'ils vont faire. Mais nous on travaille, c'est notre argent. Oui, et pourquoi on n'a pas le droit de le faire par capitalisation? Mais il y a un problème. Moi je commence à avoir certains doutes. Oui. Est-ce que la France est bien dans l'Europe? La France est dans l'Europe comme les autres pays de l'Europe, c'est quand ça l'arrange, la France est dans l'Europe, quand ça l'arrange moins. Bon, comment font les autres pays? Est-ce qu'ils ont une sécurité sociale ou est-ce qu'ils s'assurent où ils veulent? Et l'Espagne fonctionne très bien, la Suède aussi, la Finlande aussi. Alors nous ne sommes pas en Europe complètement? Non, parce qu'on on n'est pas en Europe. Voilà. Ben voilà, alors quand on a un président qui nous fait des grandes leçons, c'est moi le chef, nous sommes en Europe, on a une Europe forte, on va en avoir ci, on va avoir... Ah oui, mon gars. Mais commence à donner des leçons, hein? Ce qui est intéressant, puisque le Brexit a été conclu, enfin, a été voté, c'est que à ce niveau-là, les Britanniques, eux, ont un système social qui correspond à ce que vous dites. Oui, exactement. Oui, parce que ça a permis de relancer l'économie. Hein, les Pays-Bas aussi ont ce système social qui fonctionne très bien, la Slovénie aussi, la Suède aussi. Ça a permis de relancer l'économie. 30 à 40% de plus pour les salariés, pour les entreprises, pour investir. Ça relance l'économie. Mais... Seulement la France, nous, la seule économie qu'on doit relancer, c'est l'économie de nos élus. Ils en ont besoin. Ils sont pauvres, les pauvres. Éric Marcel, il y a quand même une chose que je vais rajouter, c'est que en Allemagne, où le SMIC a été installé très tardivement, c'est quand même 14 millions de pauvres en Allemagne. Ils sont devenus pauvres, parce que quand ils étaient au Mark, moi je me souviens quand ils venaient dans le sud, les Allemands, on les enviait parce qu'ils avaient un train de vie, mais la livre aussi restait toujours à un très bon niveau. On ne leur arrivait pas à la cheville, nous, avec le franc. Oui. Mais les Allemands, mais je vous garantis, ils étaient très riches. Oui. Mais on a 9 millions de pauvres, monsieur Ramoudou, en France. 9 millions de pauvres en France. À une population plus ou moins égale avec l'Allemagne, il y a quand même 14 millions. 14 millions. Mais 9 millions non, je suis désolé. Moi, je vais vous faire un parallèle. Ce qu'il faut voir, c'est d'un point de vue éthique. Je veux pas, évidemment, on peut discuter énormément sur les tableaux, sur les chiffres, etc., qui nous donneront forcément raison. Comment peut-on, avec des salaires de direction
au sein de la CGSS qui dépassent souvent les 5, 6, 7, 8 000 euros par mois, Plus les avantages. exiger et astreindre un petit entrepreneur à se faire tondre, je dis bien se faire tondre. Aujourd'hui, on a reçu 2 personnes au CSAPR. Un qui parlait d'arrêter, fatigué, il y a 30 ans, il a le droit, il a calculé sa retraite, il aura le droit à 420 euros par mois. C'est bon, ça va. Il comprend pas. Et une personne qui est passée après lui, qui était ancienne agricultrice, qui a arrêté, qui a dit c'est fini, j'arrête, je me suis fait tondre toute ma vie, j'ai terminé, j'ai pas de retraite, j'ai rien. Actuellement à La Réunion, beaucoup d'entrepreneurs de TPME et TPMI arrêtent. Et s'ils arrêtent, c'est du tissu économique qui part. C'est des emplois en moins. C'est comment ces gens qui travaillent dans des caisses de sécurité sociale avec des salaires et des sécurités d'emploi peuvent-ils sans arrêt être aussi exigeants et aussi péremptoires dans leurs décisions? Par solidarité, monsieur Marc Lewitt. Juste pour que je vais quand même, avant de passer à Josette Broche, je vais juste rappeler une chose. C'est la Cour des comptes qui a donné ses observations récemment. La Cour des comptes a regretté que l'État, qui demande des efforts aux autres, n'applique pas à lui-même la rigueur de gestion. Mais c'est juste facultatif, c'est juste un avis, c'est tout. Non, c'est un avis. C'est tout, hein, mais j'en ça tiens pas montre compte. bien. Non, c'est juste pour dire que c'est une réalité, c'est qu'au plus haut sommet de l'État, On se fout bien de notre gueule. Exactement. D'accord avec toi. On se fout bien de notre gueule. Bien sûr. Moi, je retrouve là actuellement, parce que j'ai quand même un certain âge, je retrouve actuellement ce que nous avions avant 68. Je retrouve le même schéma. Les gens ne sont plus sûrs, ils sont plus sûrs d'eux. On enlève tout espoir aux gens d'aller de l'avant. On enlève tout. Et eux, ils ne voient que dire il faut travailler. Bientôt, on va se retrouver comme on était avant 68. Les gens vont se louer à l'heure. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Les gens vont aller pour c'est pour peut-être 10 le heures. nouveau système économique que veut le Avant patronat. mais c'était pour avant pouvoir- 68, ça. Les gens se louaient à l'heure, ils passaient de ferme en ferme, ils disaient bon, vous avez besoin de quelqu'un, oui, ben, j'ai besoin pour 2 heures, allez ramasser ça. C'est tac. ce qu'on appelle. On va retrouver ça. C'est ce qu'on appelle la flexibilité de l'emploi. Oui, mais enfin. C'est sécurité, ouais. C'est vrai. Et la flexibilité des élus, elle va où, elle? Alors justement, en parlant de flexibilité des élus, on fait bien de rebondir là-dessus. Ça rentre, c'est un petit peu hors sujet, mais bon, ça peut y participer. J'écoutais justement la future candidature de M. Valls pour Barcelone. Ah. Oui, j'ai Et entendu. j'écoutais le journaliste qui était très européen. Il va signer au Barça. Oui, non. Non, c'était tellement facile. Non. Pied droit, pied gauche. Qui se présente à la mairie de Barcelone. Donc, Non, le journaliste qui disait, je ne citerai pas la station, hein, une station nationale, qui disait, puisque on lui rétorquait le cumul des mandats, qui disait mais enfin, c'est l'Europe, c'est un exemple à suivre. Donc, possibilité pour un élu de cumuler, alors qu'en France on a combattu contre le cumul des mandats. C'était un vain combat, puisque ça continue. À La Réunion, on a des champions toutes catégories, notamment dans le Sud. Et maintenant, ça se situe au niveau européen. C'est-à-dire que nos élus vont pouvoir, avec l'Europe, cumuler des mandats dans différents pays. Mais c'est comme ça devient abominable. Et le petit entrepreneur, lui, qui fait des heures supplémentaires ou qui a une autre activité, il est sanctionné ipso facto. Juste pour dire que c'est sans doute une autre interprétation du circulaire de Bockelstein. Non, mais Oui, sauf que Manuel Valls a la double nationalité. Oui, on il est sait. franco-espagnol. Mais 30% C'est pour- des députés ont la c'est double pour ça. nationalité. Ben oui, il y a même une sénatrice qui a 3 nationalités, Madame Benbassa. Elle a 3 nationalités. Comment en France on peut avoir des élus avec des doubles et des triples nationalités? Moi, je ça vais devrait bientôt- être interdit. Je vous ai dit, je vais avoir devrait bientôt la être nationalité interdit. qatarienne. On a bien des Moi, élus. comme ça, j'aurai Moi, une ça défisque me- partout. Ça me scandalise. Moi, je pourrais avoir 3 nationalités, si je voulais. Je pourrais prendre la nationalité et celle de mon père et celle de ma mère. Je ne l'ai jamais fait. Oui, mais Mais moi, je trouve ça Mais t'es pas élu. aberrant qu'en France, on autorise des doubles nationalités. C'est surtout ça devrait être interdit. Des élus surtout.
Oui, alors Alors, la question, je reviens là-dessus, il va nous rester 7 minutes sur ce débat. On va rappeler que le CSAPR prépare pour demain une manifestation, ça serait de dire, l'objectif, donc c'est de revendication, donc entre autres à l'URSSAF, donc à la Caisse Générale de Sécurité Sociale. Il y a sans doute d'autres revendications que vous allez demain détailler, mais je reviens sur la question. Ces actions qui sont menées, d'abord, est-ce que vous allez être soutenu par les chefs d'entreprise? Et si, dans un cas ou dans un autre, qu'est-ce que vous pouvez attendre d'une telle action? Est-ce que demain, on va donner aux chefs d'entreprise, aux artisans, les moyens de respirer un peu en attendant? Parce que plus ça va, plus on a l'impression que les mains de l'État autour de la gorge des chefs d'entreprise, des petites entreprises et des artisans ne cessent de se serrer, et de plus en plus la couleur de l'entrepreneur vire au bleu. Écoutez, vous avez raison, c'est sûr que plus le temps passe, plus l'étau se resserre. C'est aussi un petit peu de la faute des artisans qui se mobilisent pas assez, bien que demain la mobilisation se rate à son maximum. Nous, on tente de faire ce qu'on peut pour justement prévenir, parce qu'on est de l'avis qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Mais notre intention donc demain est de faire également de la communication afin d'expliquer aux gens qu'on va rencontrer, et surtout en demandant, je crois que M. Maillot a adressé une demande de rendez-vous à M. Madika pour expliquer un peu la position du CSAPR, qui ne s'oppose en rien à une sécurité sociale officielle et nationale, mais qui voudrait que les indépendants puissent pouvoir choisir leur sécurité sociale. Autre chose, c'est surtout pour que cessent ces poursuites d'huissiers, ces fermetures d'entreprises. Je vous rappelle qu'il y en a 25 par mois qui sont fermées en liquidation judiciaire sur demande de la sécurité sociale. Que ces petits entrepreneurs puissent vivre dignement de leur travail. Aujourd'hui, on a fait le calcul avec une dame, elle me disait, donc une petite entrepreneur qui fait du foie gras, qui me disait qu'elle paye 65% pour sa protection sociale. Ajoutez à cela les impôts, combien lui reste-t-il? Et elle fait 10 à 12 heures par jour, elle ne prend pas de vacances. Est-ce que ça va durer longtemps? Il faut que ça cesse. Il faut qu'on puisse travailler sereinement, qu'on puisse voir l'avenir. Et encore, tout ce qui est commercial, c'est l'entrepreneur qui s'en occupe, mais qu'on laisse socialement tranquille, qu'on prévoit une solution, pourquoi pas même un moratoire, sur ces attaques permanentes de la part de la justice, des huissiers qui se présentent le matin pour répertorier les biens personnels des entrepreneurs. On a beaucoup de revendications. Aujourd'hui, on a un rôle au CSAPR, c'est d'informer les chefs d'entreprise ce qui est en train de se passer et ce qui va arriver très bientôt, puisqu'on voit d'année en année, il y a des choses. Au 1er janvier, il y a toujours une loi, une réglementation. Maintenant, c'est vrai que certains, ils sont pris dans leur quotidien, ils n'ont pas le temps de venir, mais malheureusement, si on n'arrive pas à nous faire entendre et laisser son entreprise une journée pour venir revendiquer nos droits, puisque on a des devoirs, mais on a aussi des droits, et en ce moment, ils sont bafoués. Malheureusement, avec tout ce qui va se passer, qui est en train de se passer cette année et ce qui va arriver l'année prochaine, malheureusement, la moitié des petites entreprises vont disparaître. C'est un paradoxe aussi. Vous êtes bien placé pour savoir que les artisans, si demain ils ont un travail à faire, ils vont courir le faire pour essayer de gagner un peu d'argent. Mais ils ont le droit aussi d'arrêter de pleurer après. Ils ont le droit, mais ils ont le droit de partir travailler. Aujourd'hui, on a préparé cette mobilisation il y a 2 mois. 2 mois, si en 2 mois, un chef d'entreprise n'arrive pas à s'organiser pour venir à une manifestation, il faut qu'il passe salarié. Il faut qu'il arrête, et surtout qu'il arrête de pleurer. Aussi bien sur la radio que sur Facebook. Aussi bien sur la radio que sur Facebook. Facebook. Entendre, ça sert à rien. Parce que c'est vrai que nous, ça fait un moment qu'on est sur Facebook. Bon, on voit beaucoup de j'aime, mais est-ce qu'ils ont compris l'intérêt de cette mobilisation? Je ne sais pas. Donc on verra demain. Et à partir de là, je pense que s'ils ont décidé de rester chez eux, je pense qu'ils vont peut-être à l'avenir décider aussi et voir tout seuls ce qu'ils ont à faire à l'avenir dans leur entreprise sans le CSAPR. Alors la question aujourd'hui, elle est posée pour les petites entreprises, pour les TPE, pour les artisans aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut attendre dans ce contexte-là? Est-ce qu'il y a déjà un bout du tunnel?
il y a eu des avancées. Je pense qu'il y a eu des avancées au niveau du CSAPR. C'est vrai, c'est remis à chaque fois en cause, parce qu'on a bien vu, ce n'est plus juridique, c'est devenu politique depuis plusieurs années. Mais je pense que, comme on le dit toujours, le pouvoir, c'est peut-être les élus, mais la force, c'est nous. On est beaucoup plus nombreux que ces élus. Donc, il suffit qu'il y ait une mobilisation, une forte mobilisation demain, et se faire entendre, puisque s'il faut, on a décidé, nous, de rester demain, le 31 mai, mais maintenant on a un certain nombre de revendications. Si on n'a pas un écrit demain, peut-être que ce sera 2 jours, ou 3, ou peut-être voir plus. Mais on a besoin de voir plus clair, on a besoin de travailler, il faut qu'on nous arrête de nous embêter, tout simplement. Entendre, ils vont peut-être nous entendre, ça c'est sûr. Mais je veux que ça passe à l'action derrière. Ça suffit pas de dire oui, je vous ai entendu, comme a dit le général de Gaulle qu'on a parlé tout à l'heure. Je vous ai compris, mais on veut de l'action derrière. Et si on n'est pas entendu, moi je pense qu'il faudra peut-être durcir le mouvement. On n'a pas prévu de bloquer l'île, de bloquer les rues. C'est effectivement, puisqu'on sera dans la rue, peut-être qu'il y aura des ralentissements, mais on pourra peut-être le faire si on n'est pas entendu, puisque apparemment c'est le seul moyen à La Réunion de se faire entendre. Puis, moi, je pense Chadros, que pour conclure. l'État devrait dire aux grands groupes, tels que Vinci, entre autres, d'arrêter de créer de grosses entreprises sur La Réunion au détriment des petites entreprises qui, elles, s'éteignent parce que ceux-là, ils prennent tout. Je pense que Vinci va créer également une société de froid au détriment de qui? De toutes ces petites sociétés de froid qui sont installées, qui vont fermer, parce que il faut leur interdire à ces groupes. Sur une île, on ne peut pas faire comme on fait sur un continent. Sur une île, il faut réserver l'emploi à ceux qui y habitent, à ceux qui en vivent, à ceux qui font vivre l'île, et pas ces grands groupes qui prennent l'argent et qui vont le dépenser ailleurs que sur l'île. À un moment donné, il faut que ces grands groupes se battent la coulpe et qu'ils arrêtent, parce que plus ils sont gros, plus ils en veulent. Alors, ou à un moment donné, il faudra leur couper des têtes. Merci Josette Brosse, merci Marc Lévy, merci Eric Marcelli, merci Antoine Fontaine. Moi, je voulais mettre ça, j'avais promis à mes élèves. On le fera tout à l'heure. Également, merci donc au président du CSAPR, Jean-François Maillot. On arrête là le débat de ce soir. On verra, ça donnera demain. En tout cas, on sera dessus. On verra un petit peu comment les chefs de TPE, les artisans réagissent et essayent aussi de se battre pour leur avenir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci François, merci Lalaine pour votre collaboration technique toujours fructueuse. Portez-vous bien. À bientôt.